besoin d'une page pour afficher à l'utilisateur. Et c'est là que le serveur va retourner une réponse. Ok, il va retourner une réponse à l'utilisateur sous forme d'une requête HTTP. Ça veut dire l'utilisateur va faire une requête HTTP, une demande d'une page. On appelle ça une requête HTTP. Et le serveur va lui répondre avec une réponse HTTP. Et cette réponse, comme c'est du HTTP, ça dit qu'il va lui retourner une page web. Et cette page web est généralement retournée côté client, donc c'est-à-dire les navigateurs. Ok, les navigateurs, il est considéré comme les clients. Et les serveurs, c'est là où est logé un site web. Et ce que nous allons faire, c'est de pouvoir créer en fait les constituants de notre page web, c'est-à-dire la réponse qu'on va afficher chez les clients qui est notre navigateur. Donc, pour ce que je viens d'expliquer, vous allez faire une recherche sur ce qu'on appelle par la notion de client-serveur. Ok? Client-serveur, si je prends des images, ah non, là il parle des clients-serveurs vraiment comme si je suis dans un restaurant. Ok, donc si je mets web client-serveur, voilà, il y a une image un peu plus illustrative ici. Voilà, perfect. Donc si je zoome cette image, hop, 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 hop. Voilà. Alors, la notion de client-serveur, c'est tout simplement, ça vous apprendra de connaître comment en fait communique ou comment en fait on arrive à envoyer une demande sur les serveurs et on obtient une réponse. D'accord? Et là, vous aurez une explication assez logique. Donc, attendez, je vais vous montrer cette illustration très rapidement. Voilà. Sorry, not this one. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'espère que l'image est très bien visible. Alors, l'idée, c'est quoi? Le poste client, c'est le navigateur. Il fait une requête, c'est-à-dire il demande à un serveur, bien sûr, qui est un serveur web. Il dit, ben, je cherche Google, google.com. Ah, ok, il est là à son adresse IP 0000. Et ensuite, il va pouvoir préparer une page, c'est-à-dire s'il a demandé la page d'accueil de Google, ok, il va prendre cette page et ensuite lui retourner s'il y avait par exemple des exécutions, on va voir ça plus tard pour des interpréteurs de langage back-end, mais on n'est pas là. Et l'essentiel, c'est qu'il va lui renvoyer, ici comme vous le voyez, il va lui renvoyer une page HTML. Hein, on parle de page HTML. D'accord? Et HTML veut tout simplement dire hypertexte. Ah, je ne connais pas la suite. Qui connaît la suite? Qui a une idée de la suite? HTML signifie quoi exactement? J'aimerais avoir des gens qui interagissent dans la réunion. À moins que j'ai des robots IA qui sont dans la réunion. Quelqu'un a une idée? C'est quoi HTML? J'ai une idée, je peux parler. Oui, allez-y. Je vous entends pas très bien. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la voix? Hypertext Makeup Language. Répétez, s'il vous plaît. Hypertext Ouais. Makeup Uh-huh. Language. Donc, langage. Donc, Super. hypertext. Uh-huh. Hypertext Uh-huh. Makeup Language. Ah, intéressant. Quelqu'un peut dire mieux, quelqu'un peut améliorer la mais il a dit vrai. Mais il y a un problème d'anglais là. J'aimerais un peu quelqu'un qui peut encore mieux prononcer les termes. Oui. Oh, s'il vous plaît, il n'y a pas que Géry. Diego est là? Est-ce que Michael est là? Ok, donc je vais continuer. Alors, comme notre ami l'a bien dit, HTML, c'est en fait Hypertext Maker App. Donc, c'est un truc genre markup. Donc, l'anglais est trop compliqué à prononcer, mais
Hypertext Markup Language. Donc ça veut dire tout simplement c'est un langage d'hypertexte. Ça veut dire qu'on va styliser, quand on dit markup, donc c'est tout simplement un langage qui va nous permettre de faire du balisage. Donc il va nous permettre en fait de déterminer la structure d'une page web. Et donc ça sera avec les hypertextes qu'on sera à mesure de pouvoir établir la structure d'une page web. Par exemple, cette page de Google, avec HTML, il va nous permettre de dire, OK, ici on doit afficher un titre, ici on doit afficher du texte, ici on va afficher une image, ici on va faire un champ de saisie et ainsi de suite. C'est en tout cas HTML qui se charge de la structure d'une page web. C'est-à-dire, c'est vraiment HTML qui décide en fait quels sont les éléments qui seront les éléments constitutifs de notre page web. Ok, donc let me get this. Voilà, donc comme je disais, c'est HTML en fait qui décide de la forme. Ok, quand je dis la forme, c'est pas la beauté, ok, mais la forme, ça dit quels sont les éléments. C'est par exemple quand, pour ceux qui ont déjà utilisé Word de Microsoft, quand vous saisissez en fait du texte sur Word, vous allez choisir, voilà, ici j'ai mis les titres de premier degré, il y a les titres de deuxième degré, ici je peux insérer une image, ici je peux écrire un paragraphe, et j'ai la première page, la deuxième page et ainsi de suite. Bref, c'est vraiment la même chose avec HTML. Il va nous permettre ici de pouvoir déterminer l'architecture ou en tout cas les éléments constitutifs de notre page web. Alors, un site web, c'est vrai, il va nous retourner une page, mais il n'est pas constitué que d'une seule page. Si par exemple je navigue sur les images, je vais avoir une page qui affiche des images. A moment please. Je vais avoir une page qui affiche des images. Si je clique sur vidéo, je vais avoir une page qui affiche des vidéos et ainsi de suite. Donc une page, un site web peut être constitué donc de plusieurs pages. D'accord? Et ce que nous on va faire, sorry, on va créer notre première page. Ok? Et comment on crée en fait une page web? Une page HTML pour être précis. Alors, on va tout d'abord aller dans notre système, dans notre ordinateur quelque part. Pour ma part, j'ai créé un dossier dans mon ordinateur quelque part. Je crois que je l'ai appelé Artefact. J'ai créé le groupe 1. C'est ces dossiers ici que j'ai ouverts dans mon éditeur. D'accord? Et comme le dossier est ouvert dans mon éditeur, ça me permet de pouvoir gérer tous les fichiers et toutes les informations que je vais mettre dans mon projet. Et là, je vais créer le premier fichier parce que, en gros, une page web, c'est tout simplement un fichier sur un serveur. D'accord? Et ce qu'on va faire en premier, c'est de pouvoir créer ces premiers fichiers que je vais appeler index.html. Alors, le point HTML, c'est tout simplement ce qu'on appelle une extension. Un petit instant, je vais arrêter un peu ces bruits derrière. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer un fichier. Mais attention, un fichier, c'est comme un fichier MP3 de la musique, un fichier MP4 de la vidéo, euh, un fichier exécutable qui peut être un logiciel ou un programme qu'on peut exécuter dans un ordinateur. Mais dans le cadre de HTML, on va créer un fichier avec extension .html. Ceci va nous permettre de déterminer que, bon voilà, ici nous avons une page qui contiendra du hypertexte HTML. D'accord? Si par exemple il s'agit de la musique, je vais par exemple écrire ici Fali pour ceux qui aiment Fali, MP3. Vous allez voir que même l'éditeur il comprend que ça doit être un fichier de type musique. Et si il s'agit d'un fichier HTML, vous allez voir qu'également il met là un logo avec
5 qui définit en fait la version 5 de notre HTML. Désolé, on ne va pas écouter Fali aujourd'hui. Alors, l'idée c'est qu'on a un fichier. Ok, c'est vrai, on a un fichier, mais qu'est-ce qu'on va faire d'un fichier? Un fichier, c'est tout simplement un élément, c'est un outil de notre page, mais ce qui va compter le plus, c'est ce qu'on va écrire dans ces fichiers. D'accord? Alors, commençons au début. Je vais écrire, je dis, je suis une page. D'accord? Je suis une page. Si j'ouvre ces pages, alors pour que je puisse voir ce qu'il contient, ce que j'ai exécuté dans cette page, on a bien expliqué ici que les navigateurs, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander au serveur et le serveur lui fait quoi? Lui retourne la page demandée, n'est-ce pas? Il va retourner la page HTML sur le poste client qui est le navigateur. Maintenant, c'est à nous de pouvoir voir parce que l'utilisateur, ce qu'il fait, c'est tout simplement voir la page. Il ne sait pas quel code il a été écrit, si la page provient d'un serveur qui se trouve à Kasumbalesa ou à Kashobwe. Il ne sait pas si la page provient d'où. Lui, il va directement la réponse sur son navigateur. Et il doit voir la page et non les fichiers ou les codes. Alors, de notre part, comme nous sommes en local sur notre ordinateur, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir ouvrir ce fichier ici sur notre navigateur. Donc, je vais utiliser ici Firefox. Alors, je vais donc venir sur notre fichier index.html que j'ai créé dans notre projet et je vais l'ouvrir avec un navigateur. De ma part, je choisis Firefox. Tadam! Et voilà, là, j'ai une page. Ça dit qui affiche « Je suis une page ». Intéressant, n'est-ce pas? Mais ça fait quand même joli. Mais si je veux maintenant, par exemple, ajouter une deuxième, je vais dire, veux, je veux aller sur Google. Ok. J'ai ajouté une deuxième phrase. Ce que je veux faire, c'est tout simplement actualiser. Mais il y a un problème là. Pourquoi il affiche sur une seule ligne? Et pourtant, moi, dans mon code, j'ai affiché avec 2 lignes. Compliqué, n'est-ce pas? Alors ici, le problème c'est que tu écris du texte, c'est bien. Le navigateur va comprendre que tu as écrit du texte. Mais pour ce qui s'agit de la structure, de l'esquelette, des éléments constitutifs de la page, il faut écrire des hypertextes, c'est-à-dire un code HTML que le navigateur peut comprendre et interpréter de la manière qu'il faut. D'accord? J'ai expliqué ça tout à l'heure. Et quand vous êtes sur Google, vous avez donc ici les logos, il y a un champ de saisie, il y a des informations qui sont très bien structurées en fonction de leur nature. Ça permet ainsi de pouvoir reconnaître chaque élément par le navigateur et l'afficher de la manière qu'il faut. Et donc, dans ce cas, c'est du HTML qu'on doit écrire et non tout simplement du texte parce qu'on aura du mal à les structurer ou à les donner une forme quelconque. Et donc, HTML, en gros, il est constitué des balises. D'accord? Ce sont des balises qui vont servir, qui vont en tout cas transformer du texte normal en des hypertextes. Ok? Les textes qui étaient méconnus de tous, mais qui vont prendre de la valeur quand ils sont appelés des balises. Ainsi, ils peuvent donner une structure à notre page. Mais on ne va pas quand même aller en désordre. Donc, si par exemple, j'écris ici H1, je suis une page, et ensuite, j'écris encore là en bas H1, je vais aller sur Goulougoulou. Alors là, sur notre page, je vais avoir un résultat qui affiche correctement une ligne après une autre. C'est bien beau, mais seulement c'est pas comme ça qu'on va procéder. Dans HTML, il y a ce qu'on appelle une structure de base. Si je vais rapidement, il faut tout de suite m'interrompre, ok, et poser des questions si nécessaire. Il y a ce qu'on appelle une structure de base. Ça veut dire, quand on veut construire une maison, on place une fondation et ensuite on vient, on place des murs et ainsi de suite. On va placer la toiture et après on va mettre la peinture. Donc, il faut commencer par une structure de base en HTML.
Et cette structure de base commence tout d'abord par l'élément, cette balise qu'on appelle les doctypes. Est-ce que quelqu'un sait le pourquoi on met doctype ici? Rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de pourquoi on écrit doctype HTML dans un document HTML? No one? Apparemment, on a dit que ceux qui répondent aux questions et qui interagissent auront des cadeaux. Je ne sais pas, j'ai entendu ça quelque part. Hello, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Ah oui, hein? Ah oui, ah oui. Donc, ici, les doctype HTML veut tout simplement signifier à notre navigateur qu'il va devoir charger une page HTML de la version la plus récente, qui est la version 5. C'est pourquoi vous allez voir qu'ici, les logos qu'on a dans le fichier, c'est un 5 sur un background orange. En gros, les doctypes HTML, c'est une instruction qui va dire que dans ce document HTML, on va écrire du HTML5. D'accord? Et ensuite, on a la balise globale HTML. Vous allez remarquer en fait, qu'est-ce qu'on appelle une balise? C'est tout simplement un texte entouré de ces crochets-là, ok, qui est entouré de ces crochets. Il a une ouverture et une fermeture pour ces cas ici. Ok, dans ces cas, on dit que c'est une balise qui est paire. Hein, il a un début et une fin, une fermeture qui est juste différenciée par ces slash qui est là. Et il y a des balises orphelines. Et il y a des balises orphelines qui, eux, n'ont pas de fermeture, comme notre ami doctype, et on les appelle des orphelins. Oh, désolé. Voilà. Après le HTML sera en tout cas la couverture de la parcelle, c'est comme la clôture, hein? On va appeler ça ici comme la clôture de notre document. Il n'y aura pas des éléments en dehors de ça, sauf le monsieur doctype qui lui doit être au début. Un document HTML donc est séparé en deux parties, deux grandes parties. On va appeler ici la tête, l'entête, pas la tête, hein, l'entête, comme l'entête d'un document Word, d'accord? Et les corps du document, qu'on va appeler ici body. Ok? Alors, l'entête ici, ça veut dire ce n'est pas forcément comme sur Word où l'entête du document, on arrive à le voir dans le document. L'entête d'un document HTML, il contient des informations de configuration. Ok? Des informations de configuration de la page. Ça veut dire, par exemple, les titres de la page, ça a été publié par quel auteur. Bref, il y aura des informations qu'on va voir à la longue, qu'on va ajouter dans le HUD. Et ces informations ne vont pas du tout s'afficher sur les corps de notre page. D'accord? Alors, donc ce qu'on va faire ici, ce que vous avez vu que j'ai écrit ici, on appelle ça des commentaires. D'accord? Les commentaires en HTML, ils s'écrivent de cette façon. Et dans les éditeurs sérieux comme VS Code, ils vont les mettre en vert. Ça veut dire que ce sont des codes qui ne vont jamais s'afficher sur notre navigateur. Alors, et dans le body, c'est là où on va mettre toute la structure de notre page qui doit nécessairement s'afficher ici, comme par exemple sur la page Google, tout ce qu'on voit qui est affiché ici a été écrit entièrement dans une balise body. D'accord? Et donc, je vais commencer à mettre d'abord les titres de la page parce que c'est important. Dans une balise title, qui est une balise paire, okay, vous allez remarquer qu'il a une fermeture et il a une ouverture. On va écrire ici les titres de notre jolie page. Par exemple, mon premier site web. D'accord? Donc, on a ici l'entête de notre document. Donc, si je viens, j'actualise encore les navigateurs, vous allez voir qu'il n'affiche aucune information ici. Mais si j'arrive à zoomer, je ne sais pas si c'est possible. Non, pas moyen. Mais vous allez voir qu'ici, dans l'entête de notre document,
il affiche là-bas très bien mon premier site web. En gros, c'est l'entête de notre document qui se charge d'afficher cette information. C'est donc dans cette en-tête qu'on peut mettre également les logos comme tous les autres sites là. Ok, on les appelle les favicons. On peut mettre des logos, on peut mettre plusieurs informations qui vont servir comme les métadatas. Hein. On les appelle les métadatas d'une page web. Ok, et ensuite, il y a bien plusieurs choses. Hein. Donc, je peux par exemple mettre ici les il y a plusieurs méta, hein. Donc je peux prendre méta UTF. Donc lui, il permet de pouvoir définir les contenus, les types de contenus, les types d'encodage. Ah, lui, il exagère un peu, hein, mais on va laisser carrément ça. Le MetaChar7 UTF-8, c'est pour juste définir, et voilà, les caractères qu'on va écrire, ça sera les caractères les plus supportés par tous les navigateurs. Ça peut être des chinois, ça peut être des accents, ça peut être du C français, bref, tous les caractères bizarres, pas des caractères normaux, ils vont être interprétés par notre navigateur. Alors, pour commencer maintenant dans notre page, donc pour mettre en fait des éléments dans notre page, comme on le sait tous, dans un document, il est toujours essentiel de mettre des titres. En tout cas, ça permet de pouvoir ordonner les contenus et ainsi la page est bien lisible et on peut bien le consulter. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est de commencer par ce qu'on appelle les titres. En HTML, on a plusieurs titres, d'accord? Il ne faut pas commettre l'erreur. On a plusieurs titres qui font rôle des niveaux. C'est-à-dire, on va aller du titre du plus gros au titre du plus petit. Mais surtout, il faut retenir en termes d'importance. Les titres les plus importants, c'est les titres les plus gros. Les titres les moins importants, c'est les titres les plus petits. Mais en termes de présentation, les titres les plus gros, c'est celui qu'on appelle les H1. Jusqu'à H6 du titre le moins important. Donc, il n'y a pas H7. D'accord? Donc, on aura 6 titres. Donc, si je fais H1, ok? Donc, si je fais, donc on est A6, soyez interactifs. Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des bruits. Je vais prendre la main pour bien nous expliquer. Alors, les titres le plus important et le plus gros, c'est celui qu'on appelle les H1. D'accord? Donc, on va écrire ici mon titre. Ça sera notre premier titre. Si je viens sur la page et que j'actualise, on va voir qu'il il affiche bien mon titre. Ah non, il n'a pas affiché les tout. Donc, c'était zoomé. Désolé. Voilà. Mon titre qui affiche là en gros. Si je viens encore, j'ajoute les deuxièmes titres. D'accord? Hop. Je remplace ici par H2. Vous allez voir qu'il est moins petit que le premier. D'accord? Mais il reste quand même massif. D'accord? Et là, je viens, je mets H3. Je vais mettre rapidement H4. Je vais mettre rapidement le H5. Et bien sûr, les H6. Il n'y a pas de H7, il n'y a pas de H20 si tu fais un gros titre. Donc, ça se limite à 6. Ah, j'allais dire même H27 pour dire plus petit. Parce que j'ai vu des élèves faire ce genre d'erreur où il veut un très gros titre et il va les mettre H27, H30. Non, ça n'existe pas. Donc, on a ici les titres, les différents titres en fonction de leur importance. On a les titres de premier degré et jusqu'au titre du sixième degré. À ce qu'il faut savoir, selon vraiment la règle universelle, sur une seule page, on ne peut pas retrouver deux H1. Ok? Donc, sur une page, par exemple, si je vais sur letcode.com, pour ceux qui n'ont pas encore visité le site, il faut aller jeter un œil. Sur le site de letcode.com, la première page, la page d'accueil,
elle doit avoir, ou plutôt toutes les pages du site doivent avoir au moins un seul H1. Donc sur toute cette page, il n'y aura un seul titre de premier degré, qui sera donc ici le titre qui est juste là-haut. D'accord? Les titres qui est là, ce sera les titres de premier degré H1. Et les autres vont être les titres de deuxième degré. Vraiment comme sur un document Word. On a ici par exemple les titres de deuxième degré, là aussi les titres de deuxième degré. Ici ça peut être maintenant les titres de troisième degré. Et là ce sont des paragraphes tout simplement. On va y arriver. D'accord? Alors là ce sont des titres qui vont nous permettre de pouvoir structurer notre document HTML. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Coach, Oui, allez-y. et qu'en est-il du corps du site? Quel titre faut-il utiliser pour le corps Vous avez dit les corps de? du site? Ok. Parce que là, Donc, ce que j'ai expliqué en fait, c'est que. Un petit instant. Voilà. Ce que j'ai expliqué en fait concernant les titres, c'est que sur une page, c'est-à-dire dans un corps HTML, comme j'ai expliqué pour les cas du site web de Let's Code, on a un seul titre H1 qui est là. Et c'est dans le corps en fait qu'il faut le mettre. Je ne sais pas si mon écran est bien visible. Donc là, on est dans le corps de la page, c'est le titre premier qu'on va mettre. Alors, les titles qu'on a ici dans l'entête du document HTML ne concernent pas les titres du corps d'une page. Celui-là, c'est les titres qui concernent les titres qui se trouvent dans l'onglet du navigateur. D'accord? d'accord. Voilà. Même quand on fait le recherche sur Google, par exemple, où est-ce qu'il est notre Google? Je l'ai jeté où? Bon, on va les trouver, je crois, ici ou pas là-bas. Bon, je vais faire une nouvelle recherche. On va chercher les codes sur Google. Donc, si je fais cette recherche sur Google, vous allez voir que les résultats que Google affiche, généralement, les titres qui apparaissent ici, ce sont les titres qui sont des titles dans l'entête de notre document HTML. On est d'accord? D'accord. Parfait. Donc, si je viens ici, vous allez voir sur Google, il a fait ça, n'est-ce pas? Si je viens sur Let's Code, j'inspecte ou encore je vais voir les codes sources de la page. Code source de la page. Voilà, il y a un peu beaucoup de trucs qui ont été mis là-bas. Je vous épargne les détails, mais on va se concentrer sur un élément tout simplement qui est notre title. Et vous allez voir que les titles qui est juste là, d'accord, dans le code source, c'est le même que celui que Google a affiché ici. Ok? Donc, les titles dans l'entête de notre document HTML, c'est celui qui est affiché dans l'onglet du navigateur, mais aussi dans les résultats des recherches dans Google ou dans le moteur de recherche. D'accord? Maintenant, dans l'entête, dans le corps, c'est-à-dire dans la page, en termes d'affichage, on va utiliser les titres qui vont de H1 jusqu'à H6 pour pouvoir structurer notre document HTML. Ok, j'espère que c'est clair. Maintenant, après avoir inséré les titres, on aura également besoin de pouvoir, par exemple, insérer du texte. Beaucoup de phrases, beaucoup de français. Moi, je vais aller là-bas parce qu'on m'avait dit, je raconte une histoire. Alors là, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le paragraphe. D'accord? Paragraphe. Généralement, vous allez entendre des termes, c'est quasiment la même chose que dans un document Word. Alors, le paragraphe en HTML sont représentés par la balise P. D'accord? Ça, c'est une balise P, ça, c'est une balise H1, c'est une balise H2, balise H3, balise H4, 1, 5 et ainsi de suite.
Et ça, c'est aussi une balise P. Et P qui tout simplement signifie paragraphe. Alors ici, on peut y insérer du texte, beaucoup de texte, beaucoup de français. On peut y ajouter beaucoup de français. On peut créer plusieurs paragraphes. On met beaucoup de français. C'est en gros des paragraphes qui sont utilisés par exemple pour des tests qui sont longs hein, ou carrément qui ne sont pas des titres. En tout cas, référez-vous comme vraiment dans un document Word. Vous allez comprendre que c'est vraiment la représentation d'un paragraphe. Ok, on a un paragraphe qui est là et on a notre deuxième paragraphe qui est là. D'accord? Là, c'est vraiment des paragraphes. Autre chose dans un document, c'est qu'on aimerait par exemple lister des éléments. D'accord? Si on veut lister des éléments, en HTML, on a aussi des listes. Ok? Parce que HTML, il a vraiment été fait dans le cadre de pouvoir représenter un document qui, déjà au départ, on faisait déjà des Word. Maintenant, on veut représenter la même chose sur une page web et que les autres dans le monde entier puissent le consulter. Et donc, on se base pratiquement sur la même philosophie qu'un document Word, dont on va représenter des éléments, mais ici, avec des balises. Alors, des listes, il y en a de deux natures. On a une liste qui est ordonnée. D'accord? On va appeler ça les ordered lists. C'est-à-dire c'est une liste ordonnée. En anglais, on dit ordered list. C'est pourquoi on a OL. Et un ordered list qui est les UL. Donc, pour créer une liste, on a un groupe de OL et un groupe de UL. Enfin, bref, ça fait deux listes, d'accord? Les éléments d'une liste, d'accord? Si je vais maintenant mettre des éléments dans une liste, je vais utiliser des balises LI. Que ce soit pour les OL ou que ce soit pour les UL, c'est la même chose, c'est des LI. Et donc, ici, par exemple, si je vais avoir la liste des fruits, je vais dire orange, safou, et qui connaissent les safou? Est-ce que c'est un fruit? On ne sait jamais. Moi, je ne sais pas si c'est un fruit. Et on a aussi, par exemple, des bananes. Bananes comme ça. Et on a, par exemple... Ah non, hein, là, j'ai copié les H1. Je parlais plutôt des LI. Voilà. Donc, ici, on va mettre l'avocat, par exemple. Avocado. Et là, on va mettre par exemple la liste de téléphones. Donc là, je vais par exemple mettre iPhone, je vais mettre Samsung et je vais mettre par exemple là en troisième position Redmi. Je crois que c'est clair comme ça. Alors, dans le rendu, qu'est-ce que ça donne? On va faire également, ah voilà, on actualise la page et là on a les rendus. On sait voir que la liste ordonnée, il fait automatiquement la numérotation de 1, 2, 3, 4. Donc si j'ajoute un autre élément, ce sera 5 et ainsi de suite. Mais une liste non ordonnée, ok, c'est avec juste de points comme ceci. Donc il faut l'utiliser en fonction de besoins ou en fonction des raisons du pourquoi on va utiliser les ordonnés ou le pourquoi on pourrait utiliser une liste ordonnée. D'accord? C'est vraiment dans ce sens-là. Là, ce sont des listes. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe aux autres éléments. Non? No question? Parfait. Je continue. Alors, ce que je vais ajouter après, c'est très important. Soyez très concentrés. D'accord? Voilà ce que je vais faire. Maintenant, ici, il est question de pouvoir créer une deuxième page. Parce que là, c'est bien beau la page qu'on a. Mais si je vais avoir plusieurs pages, comme Google, je clique sur une page, je reviens sur une autre et ainsi de suite. Il faut créer en fait un système de navigation. Ça veut dire je vais naviguer d'une page à une autre page. Pour ce faire, je vais simuler ici, je vais créer une deuxième page. Je vais l'appeler page 2.html. D'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous les sites web que vous consultez, en tout cas à 100%, voire 99,9999%, chaque première page, c'est-à-dire la page de démarrage d'un site web, s'appelle toujours index.
C'est-à-dire, quand vous créez votre site web, si c'est sa première page, vous devez toujours la nommer index.html. Et puis les autres pages, vous pourrez les nommer en fonction de ce qu'ils vont contenir. Alors, pour notre deuxième page, là, je ne vais pas reprendre la structure, je vais utiliser un raccourci de l'éditeur pour automatiquement générer la structure. Donc, je vais avoir ici une structure, directement la structure de base. Il y a quelqu'un. Je vais directement avoir la structure de base de mon document HTML. Tu vas voir que c'est quasiment la même chose que ce que j'ai fait. Et en plus de certains éléments de metadata qui seront dans le HUD. Alors, pour ma part, je vais écrire ici page 2 comme titre de l'entête de notre deuxième page. Mais surtout, une référence qui sera dans le body. Je vais écrire ici bienvenue. C'est plus mieux. Bienvenue sur la page 2. Et notre page 1, je vais quasiment changer le titre qui est là. Le premier titre, bien sûr, je vais l'appeler bienvenue sur la page 1. Ok. Maintenant, l'idée c'est que je sois sur la page 1 et puis je vais naviguer sur la page 2. C'est ce que je vais essayer de faire. Il faut utiliser ce qu'on appelle le lien. Ok, le lien. Le lien. Alors, la notion de lien est très importante et soyez très concentrés à ce sujet. Si je veux aller de la page 1 à la page 2, je vais créer un lien qui va me permettre de pouvoir quitter cette page vers cette page-là. Et la balise à utiliser, c'est la balise A. Mais tu vas me dire, mais attends, mais c'est quoi encore qu'il apporte de plus là? C'est quoi cet élément? Ça là, on appelle ça l'attribut. D'accord? L'attribut, c'est tout simplement un paramètre, ok, ou je peux dire une fonctionnalité ou un élément de plus qui peut avoir une balise. D'accord? Par exemple, si c'était une balise enfant, ok, admettons que l'enfant c'est une balise. Ok? C'est vrai, la balise enfant n'existe pas. Mais disons que c'est une balise. Alors, un enfant peut avoir comme paramètre l'âge. Et si je peux dire que cet enfant a l'âge 18. Enfin, ça fait quand même beaucoup pour un enfant. Alors, ça fait 10 ans d'accord. Au moins, là, on sait que l'enfant a l'âge 10 ans. Il peut avoir les noms. On peut dire par exemple le nom égale Calange. Ok? Ah non, je n'ai pas mis la valeur là où il faut. La valeur se met juste entre les guillemets qui sont là. Donc, la propriété est la valeur de l'attribut. Donc, on appelle l'attribut, la valeur et la balise. Ce sont les éléments constitutifs d'une balise. La balise d'ouverture, la balise de fermeture pour une balise paire bien sûr, l'attribut et la valeur de l'attribut. Donc, une balise peut avoir autant d'attributs qu'il lui faut selon qu'il lui est permis de les avoir. D'accord? Et donc, on a vu là une balise qui a des attributs. Je vais les laisser en commentaire un peu plus haut. Comme ça, on va continuer tranquillos. Alors, là, on a un lien. Ce lien, il a l'attribut href. Href, c'est tout simplement pour dire, mais où est-ce que je vais aller? D'accord? Je vais aller où? Parce qu'un lien, c'est pour quitter de la page actuelle vers une autre page. Alors, de notre part, on va écrire directement qu'il va aller sur la page 2, page HTML. N'est-ce pas? Et là, je vais écrire aller sur la page 2. Comme ça, dans l'affichage de notre site, donc si j'actualise ce que je viens en bas, on va voir un lien qui dit aller sur la page 2. Et vous allez voir que le navigateur a automatiquement coloré ça en bleu, et puis il a souligné ça. C'est pour tout simplement indiquer que ceci, c'est un lien. Ce n'est pas du texte comme tous les autres. Donc, si je clique là, hop, directement, je me retrouve sur la page 2. Bienvenue sur la page 2. Ok, là
aussi, je vais zoomer pour que ça soit bien visible. Je suis sur la page 2. Comment je retourne sur la page 1? Donc, je vais revenir ici. Et je vais faire la même chose. Je vais dire là, je vais écrire index HTML pour dire que je vais retourner à la page 2. À l'accueil plutôt. Hein? Comme c'est l'accueil. Retour à l'accueil. L'accueil. Comme ça. Voilà. Donc si j'actualise, là aussi, il va les colorer. Mais cette fois-ci, vous allez remarquer une différence. Les liens qui étaient sur la page 1, il avait la couleur bleu souligné. Mais celui-ci, il a l'air violet. Il a l'air violet. En gros, les navigateurs, il sait reconnaître les liens que tu as déjà visités. D'accord? C'est pourquoi il sait que la page d'accueil, tu avais déjà visité ça. Tu étais déjà dessus avant de venir ici. Du coup, il colore ça en violet. Donc, vous allez remarquer, même quand on va revenir, le lien qui était coloré en bleu pour la page 2, il sera également en violet comme celui-ci. Donc si je clique, hop, je retourne sur la page 1. Et là, vous allez voir que, hop, la même chose, on a allé sur la page 2 qui devient violet. Parce qu'on avait déjà cliqué dessus pour venir ici. OK? Là, c'est le lien vers une autre page. C'est très important. Maintenant, autre chose importante, c'est qu'on va savoir, mais attends, là, on a appris de liens, mais comment on fait pour insérer des images, insérer des vidéos et tout ce qui va avec? Je vais vous laisser rapidement, je vais insérer une image, mais on va revenir dessus de manière très claire pour connaître en fait comment on gère correctement les liens en profondeur. Alors, ici, la balise image IMG permet de pouvoir insérer une image sur une page web. OK? Donc, on ne va pas tout simplement afficher une image comme ça. Il faut une balise, bien sûr. Donc, on a une balise IMG. Et lui aussi, il a l'attribut SRC. SRC qui est tout simplement source. C'est-à-dire, où est-ce que je trouve l'image en question? Je la puise où pour l'afficher sur la page? Et l'attribut alt, c'est l'attribut alternatif. Si l'image n'est pas chargée, je vais dire quoi à l'utilisateur? Ou encore, si par exemple, le navigateur est consulté par quelqu'un qui ne voit pas. Ah oui, hein, parce que les sites web sont aussi lus par des personnes qui sont malvoyantes. Il faut le savoir. Et donc, je vais décrire les contenus de l'image ou dire au moins un mot sur ce qui est dans l'image. Alors, pour le faire très rapidement, je vais prendre une image sur mon ordinateur. Voilà, pourquoi pas prendre l'image de notre client-serveur. Je vais les ramener sur notre projet. Et là, je viens dans mon dossier, j'ai copié l'image à l'intérieur de mon projet. Et donc, j'ai l'image là. Ce qui est recommandé, c'est d'au moins renommer l'image avec un nom que tu peux reconnaître facilement. Pas un nom bizarre comme ça. OK? Alors, je vais l'appeler image. L'image aussi, comme vous le voyez, c'est un fichier. Il a aussi une extension. Alors, l'éditeur de code que j'utilise, il s'appelle VS Code. C'est-à-dire, c'est lui qui permet de modifier les fichiers tout simplement. C'est-à-dire, je peux écrire dans un fichier comme un fichier HTML, mais je ne peux pas écrire dans un fichier image parce que ce n'est pas un fichier qui est éditable par un éditeur comme celui-ci. Là, il faut des logiciels propres à ça. Voilà. Donc, j'ai l'image dans mon projet. Ce que je vais faire également, comme j'ai fait la page, je vais carrément appeler la source de l'image. Et ici, je vais par exemple dire client serveur pour tout simplement signifier s'il contient mon image. Et si je viens sur la page, hop, j'actualise. Tadam, j'ai mon image qui apparaît. Bien qu'il soit tellement gigantesque, n'est-ce pas? Il est zoomé, tellement zoomé, voilà. Mais on peut délimiter sa taille parce que l'image a les attributs comme les widths qui définissent la taille en longueur. Et je mets par exemple 200. Et la taille en hauteur, donc je vais mettre 8, c'est la taille en hauteur, donc qui va être par exemple aussi des 200. Non,
vu que c'est trop petit, je vais mettre 150. Alors, quand je vais voir ou quand je vais zoomer l'image, il sera un peu plus, moins, ou plutôt non. Alors, il faut mettre limité. Hein. On va voir ça en détail quand on va avancer avec CSS. Donc, j'actualise. Vous allez voir que l'image, il s'est rétréci. Parce que quoi, j'ai diminué en fait sa grandeur. Voilà, donc là on a l'image qui est chargée, mais attention, il n'est pas toujours recommandé de classer les images, les fichiers en fait de nature différente dans le même dossier. C'est donc mieux d'organiser son code. Ce que je vais faire, c'est de mettre ça dans un dossier que je vais appeler image. Je mets mon image dans ce dossier-là, ok, je les glisse dedans. Ainsi, sur la page, je peux dire d'abord, tu entres dans le dossier image et ensuite tu appelles les fichiers images. Ils peuvent être plusieurs images, on va les mettre dans le même dossier et on va les charger sur notre page. Ok? Donc, et là, je vais maintenant continuer. J'ai chargé mon image, nickel. Si par exemple aussi c'est une vidéo qu'il faut mettre, il y a aussi la balise vidéo. Mais ça dépend des navigateurs. En tout cas, tous les navigateurs modernes aujourd'hui prennent en charge la balise vidéo. Donc, on peut y intégrer une vidéo qui est dans notre serveur. Donc, je vais prendre ici une vidéo. Est-ce que j'ai une vidéo? Voilà, j'ai une vidéo ici. Je ne sais pas de quoi. Ah, voilà, c'est d'ailleurs mieux. Je vais prendre cette vidéo-là et je la mets dans mon projet. Bien. Alors, on a la vidéo et là aussi, je vais l'appeler ici intro par exemple, comme une vidéo d'introduction. Et comme je l'ai dit tantôt, on va également le mettre dans un dossier qu'on va appeler vidéos parce qu'on aura peut-être 2 ou 3 vidéos à mettre. Donc, je vais le classer également là-bas. Et là, je viens, je mets également ici, j'appelle vidéo.intro, plutôt vidéo slash intro. Et là, vous allez voir que pour la vidéo, c'est MP4 comme extension. Et rien qu'avec ça, automatiquement, l'HTML, le navigateur va comprendre qu'ici, je dois pouvoir charger une vidéo. Et là, c'est encore gigantesque. C'est vraiment très grand. Et on peut diminuer en fait la taille de cette image. Alors pour faire cela, je vais venir également ici, comme l'image, lui aussi il a les tailles. Donc je vais mettre ici 200 pixels comme ça et j'actualise. Ah, là on a un truc un peu plus petit, mais c'est trop petit quand même. Allons-y, on va mettre 500. Parfait. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas moyen de faire le play et tout ce qui va avec. C'est parce que c'est une balise vidéo. De toute façon, il y a ce qu'on appelle par un autre paramètre, controls. Ok. Cet attribut permet maintenant d'avoir les contrôles de la vidéo sur une page. Donc si j'actualise, et voilà, on a les contrôles. L'affichage d'une vidéo dépend d'un navigateur à un autre. Donc si on est sur Chrome, ça va afficher différemment. Si on est sur Safari, ça va afficher différemment et ainsi de suite. Donc si je fais ici play, on peut commencer à lire la vidéo en toute tranquillité. Mais vous allez peut-être me poser la question, me dire, mais pourquoi la vidéo et l'image se sont mis sur la même ligne alors que les titres, ils se mettaient chacun sur une ligne différente. Comme là, on a eu les titres qui se mettaient chacun sur une ligne différente. Et les paragraphes également. Les titres également. Et plutôt, les listes, chacun se mettait sur sa ligne. Mais pourquoi l'image, la vidéo, ils se mettent sur la même ligne? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cela? J'ai besoin de quelqu'un qui est là, qui n'est pas un robot IA en train de me regarder. Hello? Hello? Il n'y a personne? Ah non, ne me dites pas qu'il n'y a personne. Vous pouvez reprendre la question? Alors, ma question est celle-ci.
On a Oui. eu à insérer les titres, n'est-ce pas? Donc, dans la page d'accueil, Oui. on a eu à insérer les titres. Ils sont là. H1, H2, ils sont là. On a eu à insérer les Oui. titres, les listes LI, LI, ils sont là. Et dans la page 2, on a inséré également une image et une vidéo. Mais le constat est celui-ci. L'image et la vidéo, ils se sont mis sur la même ligne horizontalement. L'image, la vidéo, il n'est pas venu sur une nouvelle ligne. Oui, oui. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut le remettre, Non, non, remettre l'image en bas. non, non, ma question c'est pourquoi eux, ils se mettent sur la même ligne, alors que les autres, eux, ils se mettent pas sur la même ligne, chacun vient sur sa propre ligne. Bon, si je veux peut-être bien reprendre, Oui, en fait, quand je regarde le code, de l'autre côté, de part et d'autre, après chaque action, on a ouvert, on a fermé. Je pense que ok, c'est ce qui fasse que les deux, comme sur la page 2, nous n'avons pas fermé mhm, ni l'image ni la vidéo, et donc mhm. ça se met sur la même ligne. Ok, ok, ça c'est un point de vue. Est-ce que quelqu'un peut encore ajouter? Oui, oui. Oui, je Moi, suis. je pourrais ajouter quelque chose. Bon, vu que nous sommes en formation, comme vous, les formateurs, ils disent que c'est vrai. Bon, selon moi, c'est que les deux balises, ce sont des balises, je peux dire, des mêmes types, Mhm, dans le sens où ce sont des balises qui se placent toujours en ligne. mhm. Ce ne sont pas des balises où, lorsqu'on écrit une phrase, que cela se place en paragraphe. Non, Ok, ce sont des balises qui sont des balises de blocs ou des balises de lignes. ok. Je vois, l'idée est là, l'idée est là, l'idée est là. Mettez maintenant Oui, ça au propre et puis on envoie. Quelqu'un peut mettre ça au propre? Oui, Destin, j'ai vu Destin, il a activé les micros et puis il veut fouiller. Tu veux faire quoi? Oui. Oui, Destin. Ce que je peux dire, apparemment, on a utilisé des balises ouvrant. On n'a pas fermé pour la première ligne, ce qui Mhm. fait en sorte que l'éditeur de code comprend comme si c'est la continuité de la première ligne. Ok, ok, ok. Ça, c'est un point. J'adore ça. Quelqu'un d'autre? Michael, Wise, Jerry, Diego, vous êtes où? Hakim. Oh, attends. Diego n'est pas un IA, un bot qui est là, hein? Hein? Parce qu'on est dans l'ère de l'IA, on ne sait pas qui est qui dans la réunion. Oui, allez-y, allez-y, Hakim. Peut-être que moi, là, c'est juste un robot, alors que moi, là, il est en train de dormir, en train de ronfler là-bas. Oui, allez-y, essayez, Bon, essayez. bon, Hmm, bonjour, bon, peut-être c'est parce que vous n'avez pas mis la balise BR pour que hmm, il hmm, n'y ait hmm, pas pour que la phrase ne soit pas très longue et mhm. ça puisse recommencer encore au début. Excellent. Je ne sais pas si vous mettez la balise BR, cela va permettre en sorte que ça redevient à la ligne. Ok, ok. C'est bien vu aussi, merci. En tout cas, toutes les réponses n'ont pas été fausses, pas mauvaises, pas bonnes, en tout cas. Bref, ça a été correct. Mais la vraie raison, comme l'ami l'a dit Josué, c'est qu'en fait, on est ici en face de ce qu'on appelle des balises inline. D'accord? Des balises qu'on appelle les balises inline. Mais les autres, comme les listes, les paragraphes, les titres, sont ce qu'on appelle les balises blocs. D'accord? Les balises blocs. Alors, comment ils se comportent? Si je viens dans le navigateur, je vais utiliser ce qu'on appelle l'inspecteur. Dans chaque navigateur, il y en a. L'inspecteur va nous montrer en fait euh, la, la taille réelle qu'a occupé une balise. Donc je vais mettre ça à leur taille réelle. Alors si je prends l'inspecteur, je viens par exemple sur les A, vous allez voir qu'il délimite les A uniquement à la partie qu'il a occupée. Ça veut dire que c'est une balise inline. Mais si je viens sur
readme par exemple, tu vas voir qu'il prend toute la ligne de là où il a commencé jusqu'à la fin de la page. Ça veut dire que c'est une balise bloc. Même les paragraphes, même les titres, donc tous les titres, ils prennent du début à la fin. Si je viens sur la page 2 et que je prends également l'inspecteur, on va voir que le lien qui est là, c'est aussi une balise inline. Les titres qui est au-dessus, c'est une balise bloc. C'est pour ça qu'il a pris toute la ligne. L'image, il a pris que la taille de l'image, c'est-à-dire la taille qu'on lui a en tout cas donnée. Alors, il reste une balise inline. C'est pour ça que la vidéo aussi, c'est une balise inline. Ainsi, il prend également la taille qui lui est donnée, ou plutôt la taille de son contenu. Et donc, les balises inline, ils n'ont pas par défaut de BR, ce qui fait qu'ils vont toujours laisser de l'espace pour un autre élément qui viendra après. Mais les balises bloc, eux, ils n'ont pas d'espace ni avant, ni après. Donc, quand eux viennent, ils veulent prendre toute la ligne directement. Donc, même s'il y avait un espace qui reste après la balise inline, si tu mets une balise bloc, automatiquement, il va descendre, il va prendre toute la ligne. D'accord? C'est vraiment ça la vraie raison. Mais aussi, si je veux appliquer l'instruction de Hakim, ça dit que si je veux avoir le même résultat, je peux utiliser la balise BR qui, lui, va jouer le rôle de créer en fait un retour à la ligne. C'est ainsi que je vais avoir la vidéo qui va descendre sur une nouvelle ligne. D'accord? C'est exactement ça la vraie raison. Mais à ce qui concerne la fermeture, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que il y a des balises qu'on appelle les balises orphelines et des balises qu'on appelle les balises paires. Les balises paires, c'est comme c'est A ici qui a une balise d'ouverture et une balise de fermeture. La balise vidéo ici, c'est une balise paire. Il a une partie d'ouverture et une partie de fermeture. Mais la balise image, c'est une balise qui est orpheline. Elle n'a que l'ouverture, mais elle n'a pas de fermeture. Et la fermeture, on peut même l'exprimer avec ce slash ici, bien que ce n'est pas recommandé ou obligatoire. Même pour les BR, c'est aussi une petite balise, mais qui est une balise orpheline. D'accord? C'est vraiment ça la bonne réponse. Maintenant, donc là, on a vu les balises inline, on a vu les balises bloc. Il y a bien plusieurs autres sortes de classifications. Je crois qu'à la longue, avec des pratiques, vous allez les découvrir. Mais tout ça, c'est très bien beau. Ok? C'est très bien beau de pouvoir insérer tous ces éléments ici dans une page. Mais il faut quand même créer une structure. Ok? Il faut quand même créer une structure. Ça veut dire, je vais obtenir un résultat comme celui de Google. Google, il a une partie supérieure dans laquelle il a mis une barre de recherche. Il a une zone où il y a des résultats de recherche. Il a une partie à côté qui affiche des informations supplémentaires. Et puis, il a une partie en bas qu'il place les conditions, les confidentialités, la localisation des utilisateurs et les autres informations. En outre, il est important de pouvoir structurer une page web avec des éléments qu'on appelle des balises qui vont jouer en fait le rôle des structures d'une page. Ok? Et ces balises, ils sont nombreuses. Ce sont des balises généralement sémantiques qui n'ont pas vraiment un rôle spécifique sur une page, mais qui permettent de découper une page en des blocs bien structurés. Alors, ces balises, il y en a plusieurs. On va commencer par la première qui est la balise header. Ok? Alors, la balise header, c'est une balise qui est bien sûr une balise paire qui lui va nous permettre, très souvent on l'utilise pour créer un l'entête. Mais là maintenant c'est l'entête dans le corps d'une page. Comme celui de Google ici qui est au-dessus. Si on veut insérer quelque chose comme ça, on peut utiliser. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, mais ce sont deux balises qui peuvent être utilisées pour ce genre de rôle.
Il y a également la balise section. Ok, surtout la balise section, c'est quand on veut vraiment découper une page en plusieurs sections. Je vais prendre une page ici pour bien vous le montrer. Je peux prendre ces sites web ici. Voilà. Alors, ici, par exemple, je peux dire, voilà, j'ai la première section qui affiche ces groupes de prix, d'accord? Tout ça. Oh non. Voilà, je prends ça. On s'est dit, toutes ces zones ici, ça peut être une section qui affiche les prix et tout. Et ensuite, je passe en bas, j'ai aussi une autre section. Ok, cette section ici qui affiche ces deux blocs d'éléments. Et enfin, ou plutôt encore en continu, j'ai encore une autre section que je vais mettre tous ces éléments ici. Et je continue la page. Ça veut dire que ma page peut être découpée en plusieurs sections selon que les informations de chaque section sont séparément indépendantes des informations d'une autre section. Ok? Bon, par exemple, tout ça, ça peut être une seule section qui affiche tout ça. Et ensuite, on a encore une autre section, Got Questions. Et on a encore une section, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une page peut avoir plusieurs sections. Et donc, ça permet de pouvoir créer une sorte de structure, découper une page et bien gérer les contenus de chaque section. Mais il y a une balise qui, lui, est une balise criminelle. Une balise qui est hors la loi. Hein? On l'appelle la balise div. C'est une balise sémantique universelle. Ok? C'est une balise de... Parce que déjà, les headers et les sections, même les divs, ce sont tous des balises blocs. Mais la balise div est une balise universelle. C'est-à-dire qu'il peut jouer le rôle d'une section, il peut jouer le rôle d'un header, il peut jouer le rôle de n'importe quel bloc. Donc, c'est-à-dire, si je suis sur la page Google, par exemple, je peux représenter les blocs dessus avec un div. Je peux représenter la liste des résultats ici avec un div. Je peux représenter la partie à côté ici qui d'ailleurs a sa propre balise qu'on appelle les side. Ok, mais je peux utiliser également la balise div pour représenter le même résultat. En tout cas, toutes ces balises sont des balises blocs et des balises paires. Ça veut dire qu'ils ont des balises de fermeture comme vidéo comme ça. Voilà, donc il y a ces balises là. Et il y a aussi des informations qu'il faut savoir, parce que là on est vraiment hors les temps, mais je vais ajouter quelques informations qui vont vous être très utiles. Il y a des balises qu'on appelle des balises de référencement. Des balises de référencement qui sont généralement des balises qu'on appelle les Open Graph. Ok, les Open Graph. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur le site LetCode et tapez Open Graph. Open Graph, donc j'ai créé un article dessus qui explique comment pouvoir intégrer des Open Graph sur un site web. Alors, les Open Graph, c'est quoi? C'est par exemple quand on vous envoie le lien des Meet sur Google ou sur Slack, sur WhatsApp, il affiche même les logos de Google Meet, il affiche les titres, les titles, il affiche la description de la page. Il fait comme une preview en fait du lien sur un réseau social, que ce soit Discord, Twitter, bref, les plateformes qui font les previews des liens. Ce sont des informations qui sont très utiles pour les référencements d'un site web, même pour Google. Bon, je vais vous expliquer tout à l'heure que Google arrive à afficher toutes ces informations ici parce que le site il est très bien référencé. C'est à savoir ce que c'est important que votre site soit automatiquement trouvable sur Google au lieu que vous puissiez seulement faire des efforts à envoyer les gens les liens. Allez-y, visitez mon site, allez-y, visitez mon site. Non, il faut vraiment que ça devienne automatique. Que si par exemple je viens ici, je cherche autre chose, par exemple j'ai pris PHP pour débutants, qui est dans les résultats des recherches, qui est au moins les résultats qui amènent vers les sites de LetCode. Ah voilà. Donc là, dans les résultats, il y a les résultats, par exemple, le tutoriel PHP en français, un guide ultime pour les débutants qui ramène vers le site de LetCode. C'est-à-dire, si quelqu'un va sur Google, il cherche autre chose. Il n'a pas écrit spécifiquement le nom de ton site, mais il a écrit quelque chose qui se trouve sur ton site. Il faut que les moteurs de recherche puissent les retrouver. Parce que
ce sont les moteurs de recherche qui sont consultés par des millions d'utilisateurs dans le monde toutes les minutes. Mais ton site, pour que quelqu'un va directement comme ça aller les visiter, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui connaît en tout cas ce qu'il va aller chercher sur ton site. Et c'est très rare. Et c'est important donc d'intégrer les Open Graph. Alors, pour les Open Graph, on va prendre quelques exemples ici. Donc, je vais juste copier ce qu'il y a ici et puis je vais vous expliquer one by one. Donc, je viens sur notre page. Hop, je mets les 4. Hein, ce sont en tout cas les 4 qui sont les plus importants. Il y en a plusieurs. Je vais revenir dessus. Alors, il y a la balise meta qu'on va utiliser qui prend la property. La property, tu mets ici les noms de l'Open Graph en question. Donc, il y aura d'abord les titres. Donc, ça dit tu vas mettre le même titre que tu vas mettre sur la balise title, que tu vas mettre également ici dans le content. Tu mets la valeur là. Les types, tu peux mettre le site web si par exemple c'est une plateforme. Il y a en fait plusieurs types. Je vais vous mettre le lien dans le Discord, question que vous puissiez aller le consulter. Les OG images, c'est l'image qui doit afficher, ok, comme dans notre cas le Discord, l'image qui affiche juste là, c'est les OG images. Les OG URL, ça permet de pouvoir mettre les liens également dans les informations metadata. Il y a la description également. Donc ça dit que si je fais meta description, la description qu'il faut mettre sur le lien. Pour les OG, c'est la même chose, mais c'est plutôt différent. C'est meta, le property. Le property, ça sera OG description. Ok. Pourquoi j'écris toujours en dehors de l'attribut? Voilà, comme ça, OG description et les content, vous mettez la description de votre page. La description, c'est généralement un summary, un résumé de ce que contient votre page. Comme par exemple dans le cas de Google Meet, il a envoyé ici Real-Time Meeting by Google using your browser. Bon, c'est une description, c'est une méta-description qui décrit le contenu de la page. Et ces balises ici vont pas, les informations qu'ils contiennent ne vont pas être visibles dans le navigateur comme ça, mais ce sont des métadatas, comme j'ai expliqué ici, et tout ce qui contient dans la tête d'une page, ce sont des informations qui sont comme des paramètres ou des informations importantes qui vont être interprétées par les navigateurs ou encore les lecteurs de pages comme WhatsApp, les faits et Discord et les autres réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Open Graph. Et il y a aussi des balises qu'on utilise pour optimiser la présentation d'une page ou les référencements d'un site web. Par exemple, il y a des balises strong. Sorry. Donc je vais revenir ici à l'accueil. Plutôt, c'est mieux. Par exemple, je vais mettre en avant le mot iPhone. Donc je vais utiliser la balise strong. Je mets iPhone. Donc si je viens sur le site, on va voir la différence. C'est vrai que dans la présentation de notre page, je vais fermer mon inspecteur. Dans la présentation de notre page, l'iPhone par rapport aux autres téléphones, il sera mis en gras, mais ce n'est pas le rôle premier de la balise strong. La balise strong permet de pouvoir mettre les textes en importance. Ok? Et quand on met un texte en importance, ça permet au robot de Google, c'est-à-dire au robot de recherche, des moteurs de recherche, de pouvoir trouver les termes même quand on les cherche sur le moteur de recherche. D'accord? Il y a le strong, il y a aussi le EM. Ok? Je crois que c'est le EM. Voilà. Alors, le EM, lui, alors, il dit c'est moins important. Oui, le terme, il est important, mais il est moins important. Désolé pour ceux qui ont des Samsung. Il n'y a rien de personnel. Rien de personnel. Donc, ça dit qu'il dit, le terme, la valeur, en fait, il est important, mais pas très important. Mais pour l'iPhone, il dit, bon, lui, alors, lui, il est important. D'accord? Ce sont les balises sémantiques qui permettent, en fait, de pouvoir ajouter une plus-value
à ton contenu. Je ne dis pas qu'il faut mettre tous les textes de ton site strong pour qu'ils soient retrouvés sur Google. Non, il faut choisir vraiment des mots spécifiques parce que quand il y a plusieurs mots en désordre strong sur ton site, les robots ils regardent comme je dis aventurier, ils passent, ils référencent pas ton site. Donc, il faut le faire très proprement. Il y a des balises comme les balises B, mais qui sont des balises qui ont été retirées, qui ne sont plus autorisées à être utilisées sur une page web. C'est pas recommandé depuis HTML5. Donc ça permet de pouvoir mettre du texte en gras, oui. Ça dit qu'il fait la même chose que Strong, mais lui c'est simplement les styles. Pas les côtés importants, voilà, ça ne lui regarde pas. D'accord? Il y a aussi la balise I, lui il met en italique. Même ça aussi, ça a été c'est pas autorisé en fait, parce qu'on dit qu'on va laisser tout ce qui concerne les styles, on les laisse à CSS. On va voir ça quand on aura à parler de CSS. Mais là, en tout cas, les balises I, les balises B, il ne faut pas les utiliser. Il faut attendre quand on va commencer à utiliser du CSS. Donc là, vous allez voir qu'il fait la même chose. Donc il a mis ceci en gras et il a mis les dollars ici en italique. Ok? Mais EM ici, il met en italique, mais pas pour mettre en italique, c'est pour mettre le texte en importance. Est-ce que j'ai des questions? On a balayé beaucoup d'éléments et on va vous laisser un TP question de pouvoir manipuler un peu toutes ces balises ici qu'on a fait. L'idée c'est quoi? N'ayez pas peur. Hein, il ne faut pas trembler devant les balises. Il faut les essayer. Tu les écris, tu vois ce que ça fait. Si ça n'a pas bien fait, tu réessayes, tu tapes encore. Parce que l'important, c'est de voir un résultat. Tu essayes dans ton navigateur et tu as les résultats. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai des questions? Oui, Diego. Je disais comment connaître les attributs d'une balise? Très bonne question, très bonne question. Alors, les attributs d'une balise, tu vas les connaître progressivement. Il n'est pas très important en tout cas de retenir. C'est en fait une habitude. Ça viendra avec l'habitude. Alors, par exemple, pour la balise A, il a plusieurs attributs. D'accord? Mais l'attribut la plus importante pour une balise A, c'est href. Parce qu'on doit mettre les liens où on veut aller. Mais il a plusieurs autres attributs, comme l'attribut style, qui est un attribut qui est disponible pour presque toutes les balises. C'est là où on va mettre les styles CSS, mais ça aussi, c'est pas recommandé. On va voir ça quand on va parler du CSS. Il y a aussi, par exemple, la balise image. Il a plusieurs propriétés. On a vu ici SRC, Alt, le width et les height, qui sont les propriétés qui sont les plus utilisées. Mais pour vraiment connaître toutes les balises, si vous utilisez VS Code, vous allez voir que quand vous survolez une balise, il y a un lien là, les MDN Reference. Ok? Il suffit de cliquer dessus et vous ouvrez le lien. Il va vous ramener vers un site qui, lui, il va vous expliquer tous les attributs de la balise en question. Ok? Vous allez voir là-bas, Attributes. Donc, il a par exemple là les autoplay, les controls, les control lists. Bref, il va vous expliquer en fait toutes les balises, plutôt tous les attributs de la balise en question. D'accord? C'est la référence en fait authentique de toutes les balises, ou en tout cas du monde web. Donc c'est là, par exemple, vous allez voir qu'il y a toutes les balises qui sont là. Par exemple, la balise P, il va t'expliquer comment ça réagit. Tu peux même interagir avec l'exemple qu'il donne là. Tu ajoutes aussi du texte. Il va expliquer les attributs et tout ce qui va avec. D'accord? Les MDN, c'est en tout cas la documentation officielle de balises, ou plutôt la documentation officielle du web. Donc toutes les balises, si je viens même dans HUD, il y a les MDN références qui affichera. DocType également, à moins qu'il me fasse un news. Ah non, il ne dit rien. Alors lui, il n'a pas de référence, mais je crois qu'il en a. Il faut juste venir ici. Il ne doit pas manquer, hein, après tout. Le DocType, il sera là. Donc il faut aller dans D, je crois. Non, il n'est pas là.
peut pas manquer. Il faut juste les chercher et puis on va le trouver. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Merci pour la question, c'était très important. Another Bon, question. c'est pas une question. Allô, c'est pas une question, mais c'est juste. Je voulais savoir si après ce cours, on aura le lien de cette vidéo là. Exactement. On va uploader la vidéo et tout le monde pourra avoir accès. Super, merci. Merci. Oui, est-ce que j'ai une autre question? En tout cas, n'ayez surtout pas l'attitude, pour ceux qui débutent en tout cas avec les développements ou avec ces métiers, l'attitude d'avoir peur, d'avoir honte, d'avoir être réticent, timide et tout, ça vous met en danger. Ok, il faut être vraiment quelqu'un qui, je vous dis pas de sortir vraiment de la couche de timidité, mais il faut vraiment être à la recherche de la vérité, de sortir de l'ombre, de collecter en fait les pièces qui comblent en fait les vides. Parce qu'en gros, la connaissance, c'est comme des pièces qu'on ramasse pour compléter les vides. C'est-à-dire, si moi aujourd'hui, je ne sais pas comment envoyer une fusée dans le ciel, et que c'est ce que je rêve à faire tout le temps, je fais quoi? Et s'il y a l'opportunité, je fais quoi? Je me la saisis, n'est-ce pas? Donc, je vais aller et puis je vais, même si je ne sais pas comment je vais faire, même si je sais que ça va peut-être faire exploser des histoires, mais c'est comme ça que ces gens-là ont réussi à envoyer des fusées qui pèsent des tonnes dans le ciel. Ça veut dire qu'ils ont pris des risques, ils se sont lancés et ils se sont décidés de dire, moi, je vais envoyer une fusée dans le ciel et ils l'ont fait. Alors, s'il s'agit de HTML, s'il s'agit vraiment de construire une plateforme web, il ne faut pas se retenir. Il faut se lancer et collecter ces pièces pour combler les vides que vous avez. D'accord? Donc, on va vous laisser les TP. Les TP, c'est de pouvoir, vous allez voir un lien dans le, dans le Discord. Je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre pas. Ah oui, c'était un petit problème. Alors, les TP, c'est tout simplement pour créer un portfolio. Alors, l'idée, ce n'est pas que vous puissiez utiliser du CSS. N'utilisez pas du tout un seul élément de style, d'accord? Juste du HTML. Et insérer une image, insérer des titres, insérer des paragraphes, insérer des liens, si vous voulez, par exemple, créer deux pages, ou encore, par exemple, mettre des liens de vos réseaux sociaux. Bon, je vais vous expliquer comment. Ça, c'était un lien pour aller vers une autre page. Mais si vous voulez, par exemple, mettre un lien qui va vers votre profil Facebook, il suffit juste de changer ici et de mettre, par exemple, le lien de votre profil. Comme par exemple, moi, je vais mettre là-bas facebook.com. Je mets par exemple letcode, d'accord? Ou je mets là-bas John Bia, ça dépend de les liens de mon profil, de mon réseau social. Et là, je vais par exemple ici mettre un icône. Si je vais mettre un icône, je peux même mettre ici une image. D'accord? Je mets les logos de Facebook ou quelque chose comme ça. Ainsi, quand je clique sur l'image, ça va directement aller sur mon profil Facebook. Ok? Ça, c'est comme ça qu'on crée des liens. Maintenant, si par exemple, je vais aller sur, comment je peux dire, d'ailleurs, voilà, ça vous permettra également de voir comment ça fait. Je vais remettre ça à normal. Aller sur mon Facebook. Ok. Et je vais plutôt prendre cette image. Ok, qui est là. Je vais mettre le lien de l'article qu'on a vu pour cette image-là. Je crois qu'il est... Ah non, on l'a perdu. Ah non, je vais plutôt prendre ça. Hop, je prends celui d'OpenGraph. Je mets par exemple, je vais prendre l'image. Comme ça, quand je clique sur cette image, ça va m'amener sur cet article-là. Donc, je mets A, je mets les liens, hop, je mets ça là-bas, c'est le lien que j'ai copié. J'enlève cette image, hop, je mets ça ici. Hop, j'ai donc ça. J'enlève le BR que je vais mettre après les A pour que ça fasse ses retours à la ligne. Maintenant, au moment où je vois l'image apparaître sur ma page, je peux cliquer dessus pour aller sur ces liens-là. Où est-ce qu'il est? Il est
tout juste là, je vais aller sur la page 2. Voilà, l'image ici, il est maintenant cliquable. Comme ça, quand je clique, hop, c'est la page du site qui va charger. S'il vous plaît, coach. Oui, On n'a pas le retour de l'image en question de l'exemple. oui. Pardon? Sur nos écrans, on n'a pas le retour Oh, de l'exemple. j'ai oublié que j'avais arrêté le partage. Merci en tout cas de me rappeler. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon? Alors, donc ce que je disais, c'était que si je vais mettre un lien qui va sur mon profil Facebook, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais juste remplacer les href par les liens de mon profil. Si par exemple, je vais aussi rendre l'image cliquable, c'est-à-dire je mets par exemple ma photo et je veux que si je clique sur la photo, ça va sur mon profil, quelque chose comme ça. Je vais tout simplement mettre l'image à l'intérieur de la valise A et là, je mets les liens correspondants. Comme là, j'ai mis les liens de l'article. Comme ça, quand je clique dessus, ça va directement charger le site web. Mais comme vous avez vu, il a remplacé, donc il a quitté ces sites, il a remplacé cette page avec le nouveau site. La balise A a un autre attribut. Si vous allez aussi remarquer que les attributs, on les met toujours dans la balise d'ouverture. On met les attributs toujours dans la balise d'ouverture. Et donc, je vais mettre ici, par exemple, l'attribut target. C'est une balise, un attribut qui définit comment les liens doivent se comporter. Si je mets target blank, il va ouvrir un autre onglet à la place de remplacer la page qui est là ou de remplacer l'onglet. Donc si je clique, hop, vous allez voir qu'il ouvre un autre onglet tout en laissant le site que j'ai en place. Ok, c'est une pratique qui marche. C'est plutôt mieux comme ça quand vous avez besoin que l'utilisateur ne quitte pas votre site, mais qu'il aille vers un lien externe sans quitter votre site web. C'est vraiment comme ça qu'il faut le présenter. Voilà. Est-ce que j'ai une autre question? Oui, Mohamed. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Mohamed. Déjà, merci pour la présentation, c'est super. Et ce n'est pas la première fois déjà que j'assiste à vos formations et je pense qu'il y a un petit souci qui pourra aider tout le monde à toute Allez-y. préoccupation. Comment avoir une bonne structure HTML en fait, très propre? Qu'est-ce qui est recommandé pour avoir une structure HTML propre? Parce que des fois, on arrive à créer des images, mais on a des rendus qui sont, une fois en ligne, un peu bizarres, je peux dire. Souvent, quand on pose la question à savoir quelle est la cause, on a toujours la réponse pour nous dire que la structure HTML n'est pas propre. Ok. Donc, quelle serait la structure idéale en fait? La question, il va... merci Mohamed, mais je comprends que la question va dans deux sens. Il y a une question qui concerne l'architecture et il y a une question qui concerne les rendus des images en ligne. C'est ça, si je ne me trompe pas. Hein, Mohamed? Non, en fait, pas le rendu des images, mais le rendu de l'article de la page en général. D'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la structure, en fait, la structure d'une page HTML n'a rien à voir avec les rendus en termes de style. D'accord? C'est-à-dire, les styles, c'est quelque chose qui est laissé à HTML. Et plutôt à CSS, pardon. On va voir ça, les Cascading Style Sheet, qui lui, son travail, c'est d'embellir, ok, de faire la mise en page d'un document web, par exemple. D'accord? C'est comme ça qu'on dit. Mais HTML, son rôle, c'est de faire les squelettes de la page. C'est-à-dire qu'il place les pylons, il met il met la fondation, il fait la forme du document. Mais en ce qui concerne les styles, c'est HTML, les CSS.
Maintenant, une chose. Quand vous arrivez à un point où vous avez la difficulté de mettre du style sur votre document, ou en gros que le style devient vraiment un caviar, il y a des choses qui ne marchent pas correctement, ça veut dire que la structure HTML n'est pas correcte. D'accord? Alors, quand on dit que la structure HTML n'est pas correcte, il y a beaucoup de règles qui doivent être tenues en compte. Alors, comment on procède? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'image que je vous ai partagée tout à l'heure. Où est-ce qu'il est passé? Alors, il est ici. Hop, il est là. Alors, par exemple, on me dit reproduis ces designs. Ok, si j'essaye d'ouvrir avec... voilà. On me dit de reproduire ces designs. Alors, l'idée c'est quoi? Si j'utilise une mauvaise structure de HTML, j'aurai du mal à mettre en place les HTML qu'il faut. Et donc, je dois être en mesure d'implémenter les éléments progressivement et en ordre selon qu'ils sont présentés dans la page. C'est-à-dire, d'abord, je vais avoir un bloc qui est par exemple un div qui va contenir tous les éléments. Je vais avoir un bloc qui va contenir les menus au-dessus. Je vais avoir un autre bloc qui va contenir les menus qui sont de l'autre côté. Et ensuite, je vais avoir un bloc, comme là par exemple, tous les éléments qui sont là, ils sont coupés comme coupés en deux. Il y a la fille à côté et puis eux ils sont à côté. Ça veut dire qu'il y a un bloc qui va encore les contenir. Et ensuite, je vais avoir les titres. Je vais avoir encore un bloc qui va contenir les deux boutons parce que je vais devoir les styliser de sorte qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Ok, en gros, c'est du genre observer une page et se dire voilà comment je vais procéder étape par étape, découper morceau par morceau chaque bloc de la page afin d'obtenir un résultat très élégant. D'accord? Par exemple, si je viens sur le site ici de LeetCode, on me dit reproduis-nous ça. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, c'est d'observer, de voir la page et de dire ok, je vais d'abord avoir un bloc qui va contenir les menus dessus. Dans ces menus, je vois qu'il y a des éléments qui sont les uns à côté, les autres de l'autre côté. Donc, j'aurai encore deux blocs dedans. Ça veut dire qu'il y a un bloc qui est de l'autre côté et un bloc de l'autre côté. Alors, comment HTML fonctionne? Ça veut dire que j'ai parlé ici des balises blocs. Je vais vous montrer une démonstration, par exemple, pour le site de LeetCode. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir une balise header, d'accord, qui est en fait la partie dessus. Dans ces headers, je vais avoir deux blocs, c'est-à-dire ceux qui vont contenir les éléments à côté et les autres qui vont contenir les éléments de l'autre côté. Comme ce sont des blocs, je mets un div. Il a 1, 2, 3, 4 liens, c'est-à-dire là je vais mettre 4 liens. Ok, j'ai 4 liens. En tout cas, là, c'est un raccourci de VS Code. Si vous avez bien vu, on appelle ça emmet. C'est en fait une sorte de pouvoir obtenir des raccourcis. J'ai 4 liens. Et ensuite, eux, ils seront de l'autre côté. Dans ce même header, j'aurai des autres éléments qui seront de l'autre côté. C'est-à-dire, j'aurai un bouton, j'aurai des liens, j'aurai un champ. Donc, un champ en HTML, on va voir ça après, c'est un input, mais je ne peux pas mettre ça comme ça, je vais mettre ça encore dans un bloc, parce qu'ils seront de l'autre côté. Et ensuite, j'ai un bouton, et ensuite, j'ai des liens. Ok? J'ai deux liens, comme ça. Donc, en gros, je vais continuer progressivement. Et ensuite, je vois que dans la suite, j'ai d'abord un gros bloc, c'est-à-dire là, j'avais un header. Et ensuite, je vais avoir une balise que je peux, par exemple, appeler main ou même tout simplement une balise div. Ok, tout ça sont des balises sémantiques. Parce que comme je vous ai dit, la balise div, elle est criminelle et elle peut remplacer toutes les balises. Blocs, en tout cas. Maintenant, ici, j'ai deux blocs. Ça veut dire qu'il y a l'un qui est de l'autre côté. Et il y a l'un qui est au centre, qui a le contenu de la page. Donc, je peux mettre ici, par exemple, et site, qui lui sera l'élément à côté avec tous les menus qui sont là. Et l'autre qui sera la partie principale qui va contenir les contenus de la page. Et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de pouvoir
créer en fait une structure progressive qui a du sens en fait. Pour que quand tu iras appliquer les styles, tu n'aies pas à beaucoup souffrir pour commencer à faire les positionnements des éléments parce que déjà HTML aura mis la structure proprement. Ok? C'est par exemple quelqu'un qui construit une maison et qui va mettre la fenêtre au-dessus de la porte. Mais ça veut dire quoi? Même si on vient, on embellit, on met la peinture, ce ne sera toujours pas une bonne pratique ou une bonne chose. Ça ne sera pas fonctionnel, ça ne sera pas bien vu. Donc il faut d'abord que la construction, l'architecture, la forme de la maison soit d'abord bien faite et ensuite même quand on vient embellir, que tout soit déjà facilement embellissable si on peut dire. Ok, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mohamed. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Parce que je crois qu'on est déjà vraiment au-delà de l'heure. On devrait mettre fin à la session. Mais est-ce qu'il y a des questions que je peux encore répondre? Si vous avez des questions après la session, n'hésitez pas, ne tremblez pas. Posez dans notre groupe 1 qui est là. Exprimez vos questions, faites de recherches, tapotez sur Goulougoulou. On vous a partagé les cours de Open Classroom. C'est en tout cas moi, les cours que moi j'ai suivis pour que je puisse apprendre le HTML, apprendre HTML et CSS. Voilà. Apprendre HTML et CSS. Voilà. C'est ces cours-là qu'il vous faut suivre. C'est en fait un cours qui est en ligne. C'est bien parce que ça vous permet d'avoir des ressources qui sont à jour, qui sont récentes et c'est gratuit. En tout cas, l'apprentissage, c'est quelque chose de détermination. Tu peux prendre 30 minutes ou 1 heure chaque jour. C'est pas beaucoup. À n'importe quelle heure de la journée où tu peux créer du temps parce qu'il faut toujours créer du temps. Il ne faut pas dire je suis trop surchargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Nanana. Quand tu dis ça, c'est que laisse seulement, va faire toutes ces choses-là et n'apprends pas. Mais si tu as vraiment l'amour, le besoin d'apprendre, crée du temps, 30 minutes, 1 heure maximum sur les 24 heures de la journée pour apprendre au moins une chose et faire un pas en avant. Alors, dans ces cours, c'est bien structuré, il y a tous les éléments, comme ça tu peux commencer à avancer, exercer, pratiquer et tu verras que tu vas, dans moins de temps, avoir de l'avance et commencer à faire de grandes choses. D'accord? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon moi je vous dis à très bientôt dans nos groupes et les communautés. On va discuter en continu. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera toujours là pour vous assister et vous conduire au bon port. D'accord? À très bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Merci. Merci beaucoup.